d'abord sur ce que j'appelle la construction de l'État en Afrique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le problème des Touaregs est révélateur justement de cette construction de l'État qui n'est pas achevée, qui est loin d'être achevée, d'une part. D'autre part, cette crise malienne quand même nous interpelle sur les problèmes de sécurité dans la sous-région et peut-être au-delà. Parce que quand bon, alors il y a un paradoxe qu'il ne faut pas écarter. Et c'est tout le problème de l'Afrique aujourd'hui. C'est peut-être anecdotique, mais au moment même où au Sénégal on célébrait ce qu'on a appelé une victoire de la démocratie, en ce moment même il y avait le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire la prise du pouvoir par la force, qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel parce que c'est un état de fait. Un état de fait qui est en dehors donc des règles de droit pour un pays qui avait été déjà considéré comme étant dans un processus de démocratie viable. Donc il y a un paradoxe ici qui est anecdotique mais qui est révélateur de l'hétérogénéité des systèmes politiques et, si vous voulez, du balbutiement de la démocratie dans nos pays. Ceci dit, il faut, d'ailleurs c'est intéressant parce que ce n'est pas parce que le Sénégal, c'est marrant, mais ce n'est pas parce que le Sénégal justement avait réussi ce coup d'éclat qu'il échappe, et j'y reviendrai sur la deuxième question, qu'il échappe à l'insécurité, qui peut le rattraper aussi au même titre que le Mali est tombé victime de cela. C'est pourquoi je dis que cette anecdote, ce fait anecdotique est tout à fait intéressant dans la mesure où cela permet au problème d'être traité de manière concomitante. Alors sur le problème de la construction de l'État, je dirais que c'est l'exemple type, le problème des Touaregs, est l'exemple type vraiment de ce qui s'est passé en Afrique et qui continue aujourd'hui à mettre à mal la stabilité politique et sociale de l'Afrique. Pourquoi? Parce que on ne le rappellera jamais assez. Nous sommes à 60 ans de l'indépendance. Et cette indépendance a été acquise sur la base des frontières, ce n'est pas anodin de le dire. Cela a amené un éclatement des populations dans des zones géographiques qui sont devenues ce qu'on appelle la notion d'État moderne et sur le territoire desquels vivent des populations qui ne se connaissaient pas. Et on leur a dit maintenant, comme c'est l'indépendance, bon, c'est le mal est fait, vous êtes 10 ethnies ici, 5 ethnies là-bas, 100 ethnies là-bas, mais vous êtes appelés à vivre ensemble dans ce qu'on appelle l'État. Et cet État veut quoi? Veut que sur ce territoire vive une nation. Nation signifiant la commune volonté de vivre ensemble, des gens qui ont les mêmes valeurs. Alors c'est ça la difficulté, ce qui fait qu'en 1960, quand les pays africains se sont retrouvés dans cette situation d'éclatement territorial, mais d'éclatement démographique aussi par les populations, eh bien, ils se sont retrouvés à Addis Abeba en 1963 pour créer l'Organisation de l'Unité africaine. Et là, ils se sont dit, mais comment faire? C'est Couturé, très dur, qui dit on coupe tout, on revient, on efface les territoires, on efface les frontières, on efface même le droit anglais ou français qui nous a été imposé pour revenir à notre tradition. On efface tout et on reconstitue nos États, nos royaumes, nos frontières comme avant. Oula, compliqué. Les autres lui disent, mais vous allez... C'est compliqué parce qu'à l'époque, c'est peut-être une petite case qui séparait deux royaumes. Et peut-être cette case a disparu, ou alors c'est peut-être un fleuve, ou alors une montagne. Quand c'est une montagne, c'est repérable, parce que pour faire bouger une montagne, il faut du temps. Mais quand c'est une petite rivière qui a desséché depuis longtemps, ça va être compliqué. Donc les pays étaient divisés en ce qu'on appelle le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca, qui s'est heurté au niveau sous le garde de Haïlé Sélassié à Addis Abeba, qui disaient non, ceux qui disent non, on va laisser tel quel, on va laisser les États tels qu'ils étaient, enfin, les frontières telles qu'elles sont tracées, on essaie de nous insérer à l'ONU et dans le Conseil international en cherchant à reconstruire cet État et la nation. Les autres disent non. Finalement, pour résumer, ce sont les Senghor, etc., qui étaient opposés à ces Couturé, et les autres qui ont dit bon, qui ont gagné. Et dans la charte de l'OUA, il a été inscrit le principe selon lequel on ne revient pas sur les frontières, l'intangibilité des frontières. Et c'est dans la charte de l'Union africaine aujourd'hui qui reprend, enfin qui a remplacé l'Organisation de l'Unité africaine. Mais c'est là le problème. Alors,
permettez-moi d'insister sur ce fait parce que c'est cela qui est à l'origine de nos problèmes aujourd'hui dans la plupart des cas. Avec bien sûr la responsabilité qu'il ne faut jamais écarter de nos dirigeants. Ça aussi, on peut y revenir. Mais le problème originel, c'est l'incapacité ou la difficulté, si vous voulez, des premiers dirigeants africains à répondre aux exigences découlant de cette intangibilité des frontières. On ne touche plus aux frontières. Et bien donc, on leur dit, vous allez créer des nations. C'est-à-dire que toutes ces communautés qui ne se connaissaient pas, mais qui se retrouvent dans ces États nouveaux, il faudrait les réunir dans une nation, qu'elles aient le sentiment de vivre ensemble, de se connaître. Alors, là, une précision importante. L'idée de nation. Cette idée de nation, elle vient d'Europe. Et cette idée de nation est arrivée après l'État. En Europe, l'État a existé. Enfin, non, pardon. La nation a existé avant que l'État, tel qu'on le connaît aujourd'hui dans sa structure, hein, l'État français, l'État allemand, l'État belge, etc. L'État évolue après la nation gauloise, ou je ne sais pas, gallo-romaine, c'est pas péjoratif ce que je dis, je résume, je vais vite. Mais en Afrique, on leur a dit maintenant, ce n'est pas comme en Europe. En Europe, la nation a commencé avant l'État, mais vous, c'est l'État qui a commencé. Parce qu'on vous a donné un nouvel État. Maintenant, il faut construire la nation. Donc, en Afrique, la nation a précédé, l'État a précédé la nation qu'il fallait construire. Et c'est pourquoi, dès le début, en 1960, ils ont dit, attention, on ne va pas créer la démocratie comme en Europe. Parce qu'en démocratie, c'est le pluralisme. C'est des partis politiques qui naissent, qui se composent sur des plans idéologiques et qui vont compétir au niveau électoral pour accéder au pouvoir. Les Africains ont dit, les premiers dirigeants ont dit, si on fait cela, on va avoir des partis politiques ethniques. Les partis politiques vont naître, non pas sur le plan idéologique comme en Europe, socialiste ou bourgeoise, mais parce qu'on est Touareg, on est tout couleur, on est Casamassé, on est Wolof, on est Djoula. Donc évitons la démocratie. Ce qui ne veut pas dire que l'Afrique ne connaissait pas la démocratie. Avant la colonisation, mais il y a beaucoup de systèmes démocratiques en Afrique. Moi, je connais un peu plus le Sénégal, pour dire qu'il y a deux royaumes qui existaient, le Cayor et puis le Jolof, où le roi n'était même pas héréditaire, le royaume n'était pas héréditaire, il était élu. Devant un congrès qui pouvait le destituer, on a 3 cas où le roi a été destitué. C'est un peu, pour ceux qui connaissent un peu le mécanisme du régime parlementaire, c'est un peu le régime parlementaire. Il y a un congrès ici qui regarde l'exécutif, le roi, s'il déconne, entre guillemets, on le destitue. Comme en régime parlementaire en France aujourd'hui, si le Parlement estime que le gouvernement ne fait pas son travail, il vote une motion de censure qui entraîne la responsabilité politique et la démission. Ça ne se passe pas parce qu'il y a le phénomène majoritaire. Mais à l'époque, avant la colonisation, il y avait un système électif. Donc le roi était élu, ce n'était pas quelqu'un qui était dans la famille. Et puis il y avait la sanction politique qui est la responsabilité dont je parlais. Mais donc les Africains ont dit, on ne revient pas sur ça. On connaît les mécanismes de démocratie dans certaines sociétés. Ce qui ne veut pas dire que c'était démocratique, parce que quand même, à côté, il y avait des rois qui décapitaient, qui passaient par là, hein, il y avait des sanguinaires. Mais ils connaissaient déjà les principes de la guerre, mais qu'ils ne voulaient pas appliquer. Pour éviter justement cela, ils vont créer la nation. Pas de syndicats, les libertés publiques disparaissent. On a le développement avant tout, économique. L'unité de l'État, pas de parti politique, pour que la nation puisse se faire, que les gens aient le sentiment de vivre dans une société commune, dans le temps. Mais aussi les libertés publiques mises de côté, pas de syndicats, liberté de réunion, tout ça, parce qu'il n'y avait qu'un parti unique qui devait travailler pour le développement. C'est pourquoi il y avait l'existence de partis uniques en Afrique. Non pas par méconnaissance de la démocratie, mais par nécessité face à un État justement qui avait besoin de rassembler tout cela. Eh bien c'est un échec auquel nous aboutissons, que ce soit au Rwanda, au Zaïre, le Biafra déjà, au Niger, actuellement au Nigeria, et les Touaregs constituent l'épiphénomène. Parce que c'est là où c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que les Touaregs, je ne sais pas ce qui a été dit avant, mais je parle sous le contrôle de nos amis maliens. Oui, non, mais ce que je dis quand même, je le sais. Je peux me défendre après. Mais je dis bien que là, les Touaregs, c'est l'épiphénomène. Parce que les Touaregs constituent un exemple type de ce mouvement de société ou de nation qui bouge et qui a été éclaté par les frontières et qui se retrouve dans plusieurs pays, la Libye, l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie, je crois un peu. Ils passent par là. Ils sont pas sédentaires, j'ai les chiffres.
ne sont pas en Mauritanie, les chiffres ne sont pas en Mauritanie, mais ils y passent. J'ai le Niger, le Mali, l'Algérie, la Libye et le Burkina Faso. C'est là où ils sont. Voilà, mais ils passent quand même de temps en temps, ils bougent. Mais ils n'y habitent pas. Non, mais je précise. Ils ne sont pas sédentaires, mais ils y passent. Et d'ailleurs, on va voir avec la CNI tout à l'heure, on va voir qu'ils passent un peu partout maintenant. Il n'y a plus de zones. Mais là où ils habitent, c'est cela. Burkina, 20 000, 30 000 Libye, Algérie 50 000, Mali 500 000, Niger 700 000 à peu près. Ah, non, mais je sais, je résume quoi, parce qu'on ne peut pas. Mais ils sont peut-être même au Sénégal, c'est encore ça. Mais je veux dire par là que c'est une société éclatée. Voilà, pour résumer, c'est éclaté. Et à l'intérieur même, c'est tellement éclaté que le colonisateur était très impressionné par cette communauté touareg. C'est éclaté et c'est tellement éclaté qu'il les avait divisés en 8 confédérations. Il les appelait des confédérations. Et chaque confédération était composée de plusieurs tribus. Et les confédérations étaient reconnues selon les zones géographiques qu'elles dominaient. Le nom de ces confédérations, et si vous voulez, le groupe de Touareg était reconnu par rapport au territoire sur lequel il exerçait son autorité. Ce qui fait que les Touaregs aujourd'hui ne sont pas du tout dans un front uni. Ils sont complètement divisés. Et à l'époque, ils étaient quand même aussi des guerriers terribles, négriers, sanguinaires, qui ont fait des razzias sur les Noirs, beaucoup. Et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'état moderne, dans les années 60. Je résume toujours. En 60, les Touaregs se sont retrouvés avec les colonisateurs qui les ont plus ou moins amadoués, parce qu'ils les ont en 1914, 1916, 1814, ils les ont un peu écrasés. Vraiment terrible. Écrasés, voilà. Mais amadoués tout en laissant les structures Touareg telles quelles. Parce qu'ils étaient fascinés par leur organisation sociale, monogamie, tout ça, etc. Parce que c'est une société quand même qui est communautariste et qui est fondée sur 2 principes. La langue, qui est écrite d'ailleurs, une langue écrite de manière particulière, et l'islam. Voilà les 2 principes qui fondent la communauté touareg, avec une très grande place accordée à la femme. Société monogamique. Pas comme chez nous, les Sénégalais qui ont 4 femmes, etc. Non, eux, non. C'est une femme. Et donc, une place très importante. Tout cela est intéressant. Ça a fasciné les Français qui les ont laissés tels quels. Avec je crois qu'il y avait aussi une présence italienne, une colonisation italienne chez les Touaregs, mais passagère. Mais on voit des traces encore. L'Italie était venue chez les Touaregs. Ils les ont tellement fascinés qu'ils les ont laissés tels quels. Mais ils les ont brimés. Après l'indépendance, la situation se présente de la manière suivante. Premièrement, il y a des États qui les ont complètement ignorés, comme une sorte de vengeance sur l'esclavagisme qu'ils avaient pratiqué sur les Noirs. Nous, les Noirs, on a dit, on les laisse dans le désert, tant pis. Ils nous ont tellement fatigués qu'il faut les fatiguer à nouveau. D'autres ont essayé de les insérer dans la nation, mais en les intégrant totalement pour que leur culture soit assimilée comme le colonisateur. Hein? Comme Mali, par exemple, ils ont même eu un ministre de l'environnement, je pense, à un moment donné. Un premier ministre pendant 4 ans. Voilà. Et c'est ce problème-là de nation, d'intégration dans la nation, qui est le véritable problème. Alors, est-ce à dire que les Touaregs peuvent revendiquer, à partir de ce moment, de leur communautarisme, je dirais religieux et linguistique, parce qu'ils sont maximum 1,5 million quand même dans la zone, 2 millions maximum, au grand maximum des Touaregs. 1,5 million, 2 millions, sur l'ensemble de cette zone-là. Mais il y a d'autres communautés, d'autres ethnies, les Touaregs ne sont pas plus nombreux. Alors à quel titre, alors là on revient au niveau du droit, à quel titre une minorité peut-elle revendiquer un droit au détriment des autres minorités qui sont même peut-être plus nombreuses, et surtout au détriment de la majorité? Parce que la démocratie, c'est cela. Et c'est le grand problème aussi de la juxtaposition des problèmes africains et de la démocratie occidentale. Parce que dans la démocratie, il faut respecter la minorité. Ici, on dit l'opposition. Mais dans nos pays, on dit attention, on respecte les minorités. Vous êtes au pouvoir, mais les Sérères, les Toucouleurs, les Sarakolais, tout ça, il faut les respecter parce que, etc. C'est la démocratie. Mais en même temps, et c'est ça la contradiction fondamentale, c'est que la revendication minoritaire est telle
que parfois la majorité se dit bouffée. Le respect de la minorité est tellement exigeante de son respect qu'elle peut aller jusqu'à exiger une indépendance face à une majorité qui dit mais non, mais moi j'ai un territoire, une nation, vous n'avez qu'à venir, pourquoi vous voulez votre indépendance? Et c'est cela la contradiction phénoménale, extraordinaire, qui n'est pas encore résolue, aussi bien en Casamance, avec le Sénégal, que dans d'autres pays africains, où des séparatismes existent. Parce que même au Cameroun, où une aile anglaise veut rejoindre le Nigeria aime bien en disant, oui, débrouillez-vous, venez, en Guinée-Bissau, etc. Il y a beaucoup de ces revendications qui mettent en cause cette unité nationale et cette intégrité du territoire. Le Mali a toujours refusé que son territoire soit amputé et qu'on remette en cause son unité nationale. Le Niger aussi. Alors que les Touaregs, qui sont, je vous dis, à côté d'autres, les Songhai, etc., qui sont à côté d'autres minorités, ben voilà, revendiquent leur indépendance, mais à quel titre? Et puis, indépendance, au niveau du droit aussi, ils font territoire. Parce qu'au niveau des Nations Unies et au niveau de la communauté internationale, on ne peut être un État que quand on a réuni 3 éléments. Là, on peut y retrouver une certaine hypocrisie dans les relations internationales. Quand un État, l'État n'existe que quand il y a une population qui vit sur un territoire délimité avec un gouvernement, une autorité politique. C'est ça la définition pour être membre de l'ONU et au niveau du droit en général. Et cela pose beaucoup de problèmes parce que la Palestine n'a pas de territoire et cherche à être reconnue, mais on ne la reconnaît pas. On invite Arafat à l'Assemblée nationale espagnole. Il est observateur à l'ONU. Les Sahraouis, qui sont aussi une zone entre le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie, ont été reconnus par l'OUA. Mais le Maroc a dit, mais il n'y a pas de territoire. Ils sont dans le désert, nous c'est notre territoire. Pourquoi vous voulez? Énormément d'hypocrisie dans la reconnaissance d'État ou alors de reconnaissance de gouvernement. Et là, le problème des Touaregs se pose. Qui va les reconnaître en premier? Est-ce que certains ne vont pas les reconnaître en tant que minorité face à une majorité pour dire, ben, on vous reconnaît, et donc vous pouvez vous constituer un État? Voilà une interrogation sur laquelle nous devons réfléchir. Quel est le degré de légitimité, je dis bien, de légitimité des Touaregs pour revendiquer ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire un principe qui leur donne une indépendance, qui reconnaît leur culture, etc. Parce qu'à côté, il y a d'autres cultures, et dans certaines zones, ils sont minoritaires. Surtout au Mali, dans certaines zones du Mali, ils sont minoritaires. Comment peuvent-ils revendiquer un État territorial du Niger, de l'Algérie, de la Libye, jusqu'au Burkina Faso? Parce qu'il ne faut pas faire comme Hitler qui disait à chaque nation un territoire. Hitler a commencé la guerre en disant je vais occuper le Sud-Est. Là où il y a des Allemands, c'est un territoire allemand. C'est ça la Deuxième Guerre mondiale. Alors est-ce que les Touaregs vont dire là où il y a un Touareg, c'est l'État? C'est le territoire. Ça, c'est une question intéressante. Au niveau du droit, c'est très difficile. Comment les Touaregs vont-ils revendiquer un État sur plusieurs territoires souverains? Comme par exemple en Turquie, les Kurdes. C'est la même chose. De l'Iran, Irak jusqu'en Turquie, ils ont ce problème de territoire. Comment peuvent-ils être un État en récupérant une partie des territoires de chaque État? Voilà le problème. Bon, ça c'est un premier problème. Le problème de la construction de l'État en Afrique, la question Touareg est un exemple qui montre que c'est extrêmement difficile et que la base même du problème, le fond du problème, c'est le tracé des frontières qui, en 1990, avait dit, mais finalement, alors là, il avait sorti quelque chose qui avait surpris tout le monde, mais est-ce qu'on ne devrait pas revenir sur les frontières? Tellement il était fatigué, entre guillemets, de ces questions d'ethnie, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne vous cache pas que dans beaucoup de pays, certains partis politiques, certains intellectuels veulent dire, mais pose le problème de savoir, mais est-ce qu'on va continuer dans cette sorte d'hypocrisie que de mettre l'idée de nation qui est occidentale dans nos pays alors qu'on sait que l'ethnie est déterminante? Revenons à l'ethnie et laissons tomber l'idée de nation qui est une idée mythique d'unification et d'unité, mais qui dans la réalité ne se concrétise pas. Pourquoi pas l'ethnie, intégrer l'ethnie et gérer l'ethnie dans nos pays pour que l'État devienne stable? C'est à ce même titre que le problème des Touaregs se pose aussi ailleurs,
Parce que c'est une revendication qui se base sur du droit, mais face aussi à d'autres principes du droit qui sont contradictoires, comme l'unité nationale, l'intégrité du territoire. Pour résumer, mon idée, c'est cela. La deuxième chose, il ne faut pas s'isoler en disant notre cher pays est tranquille, tant pis pour les Sénégalais ou les Maliens ou les Camerounais. C'est un problème qui est global et qui nécessite une réflexion globale provenant au départ des Africains, parce que je suis persuadé que si les Occidentaux ont intérêt à s'immiscer dans ces litiges pour prendre leur place, l'État est égoïste. La géopolitique n'a jamais été faite avec des États d'âme. C'est aux Africains de savoir que s'ils ouvrent la petite fenêtre, eh bien, les grandes puissances vont s'y engouffrer et défendre leurs intérêts. Donc, le discours que je peux prendre au départ sur cela, c'est qu'il faut que les Africains eux-mêmes voient le mal, d'où il vient, à leur niveau. Et c'est là où moi j'insisterai. Quel est le problème aujourd'hui? D'abord, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Mais Kadhafi, quel que soit son statut criminel, quel que soit ce qu'il peut être, terroriste ou cela, que nous ne pouvons que condamner. Parce qu'on ne peut pas, dès l'instant qu'on met une bombe dans un avion et qu'on le reconnaît, pour moi, vous n'êtes plus de notre civilisation, entre guillemets. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas être terroriste, tuer des gens qui rentrent chez eux, les enfants qui les attendent, les femmes, sous prétexte que vous protégez soit une religion ou une idéologie, ça ne peut pas être. Et Kadhafi, à ce titre, est condamnable. Mais la façon dont il a été tué, d'une part, est contraire à nos valeurs démocratiques. Parce qu'il aurait pu être jugé comme les gens comme à Nuremberg, etc. Et d'autre part, en visant Kadhafi pour des intérêts clairs, on a déstabilisé une région dont les conséquences commencent à se faire voir. Parce que Kadhafi, comme on dit, était un élément stabilisateur dans la région, dans la sous-région. Kadhafi était un élément de stabilisation parce pourquoi le problème des Touaregs n'est pas ressurgi depuis longtemps? Parce qu'il finançait, calmait le jeu, aussi bien les Maliens que les Touaregs. Il finançait, il calmait le jeu Kadhafi, même s'il en tirait profit peut-être autrement. Mais son départ a provoqué quoi? Eh bien, une militarisation d'une frange de ceux qui combattaient avec lui. Une militarisation qui s'est retrouvée dans les pays voisins. Alors, le problème ici, c'est que les Touaregs, entre guillemets républicains, comme certains musiciens qui viennent ici, que nous aimons beaucoup aussi, qui viennent en tournée en France, n'est-ce pas, et qui se disent républicains, ont profité de cette arrivée des Touaregs de la Libye pour renforcer leur demande, leur légitimité indépendante. Sauf que ceux-là même qui venaient de la Libye avaient des objectifs autres qui sont islamistes et qui donc ont vite dépassé ce qui était républicain et qui se retrouvent donc un peu perdus dans cela et qui sont à la fois, qui sont dans un dilemme, ou continuer avec les islamistes et perdre toute crédibilité internationale qui pourrait les soutenir compte tenu de la lutte contre le terrorisme qui est devenu mondial, ou alors se retirer et perdre encore un appui qui est pourtant pas bien. Mais on sait très bien que quand même l'AQMI qui viole, etc., n'est pas quand même, en tout cas sur le plan de l'islam, n'est pas représentatif de l'islam. Mais ils sont très puissants et ont occupé le terrain, ont très très vite dépassé les Touaregs, entre guillemets, républicains. Et je finirai par cela, parce qu'on va discuter après. Cet AQMI-là n'a pas besoin d'indépendance, dit aux autres, mais nous, votre indépendance des Touaregs, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est la djihad dans l'Afrique de l'Ouest. C'est l'islamisation dans l'Afrique de l'Ouest. Or, et c'est là le danger, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, ils sont écoutés par des Bambara, par des Wolofs qui attendent cela. Parce que même au Niger aujourd'hui, des enseignants d'université arrêtent les cours pour prier. Les ministres, avant de parler, commencent par des prières. Donc il y a une sorte d'islamisation. Moi je suis musulman. Je pense que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme ni l'islamisme. Mais attention, il y a quand même des phénomènes qui commencent à se faire sentir que nous ne connaissions pas. Et qui commencent déjà à être complètement visibles dans nos rues, dans nos sociétés. C'est comme si je suis membre du Front National. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est que je sais qu'il y a ces manifestations-là qui peuvent être
si vous voulez, le prolongement de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, parce que l'ADMI, je ne parle pas des autres, parce qu'il y a eu quand même pas mal, je vous ai dit, c'est des confédérations. Il y a pas mal de ramifications au niveau des Touaregs qui ne s'entendent pas. Mais il y a ce mouvement-là. Quand on y ajoute que cela ne concerne pas les Touaregs, mais il ne faut pas négliger les ramifications. En Guinée-Bissau, ce n'est pas du tout l'islam, mais c'est la drogue colombienne. Et la drogue peut déstabiliser tout un régime politique. Imaginez seulement que les islamistes, et ils se sont réunis déjà, les islamistes et les groupes colombiens se sont réunis pour voir comment être ensemble et atteindre leurs buts respectifs. Mais si ces deux forces s'allient, mais je ne suis pas sûr que le Sénégal continuera à avoir des élections libres et transparentes. Voilà les questions que je voulais